Wow, mais qu'est-ce qu'on va bien manger? France, Espagne, Angleterre, Argentine, les deux demi-finales qu'on nous propose là, troisième contre deuxième et quatrième contre premier au classement FIFA, on peut pas rêver mieux, ok? Beaucoup souhaitaient une surprise, pourquoi pas une Norvège qui s'en sert ici? Non, je suis complètement dingue de ce qui se passe, on a vraiment les quatre meilleurs, les quatre plus méritants. On a tweeté les possibles finales, France-Angleterre, le crunch. Ok, ça s'apparente davantage au rugby, mais comment le nommer sinon ce match? On va pas parler de guerre de 100 ans tout de suite. On reviendra à des références de la guerre un peu plus tard, vous allez comprendre. France-Argentine, le remake de la finale de la Coupe du Monde 2022. Bon, on a aussi quelques souvenirs. C'est peut-être la finale rêvée pour beaucoup. Espagne-Angleterre, c'est la finale de l'Euro 2024, le sommet footballistique. Nico Williams, Lamine Yamal et Espagne-Argentine, la finalissima qui aurait dû se dérouler il y a quelques mois, juste avant la Coupe du Monde. Ça pourrait être maintenant, la boucle serait bouclée. Quoi qu'il, ça va être dingue, effectivement. Le pré-tournoi, on s'était donné France-Espagne en demi-finale. Bon, là-dessus, on a vu juste. Là où j'espère me tromper, c'est que c'est l'Espagne qui est passée. Pour ma part, on avait mis l'Angleterre de l'autre côté, il n'y avait pas l'Argentine. Par contre, on avait mis la Norvège, Angleterre-Norvège. C'était plutôt le match de juste avant, le quart de finale. À peu de choses près, on y était. Je m'étais bien trompé sur l'Argentine. Maintenant, ce France-Espagne, on va pas aller trop loin dans l'historique. Seulement les deux derniers matchs, le 5-4 et le 2-1. Parce qu'après, ça remonte à 2021, c'est beaucoup moins parlant, c'est beaucoup moins utile de revenir dessus. On a d'abord ce 5-4, match d'anthologie en Ligue des Nations. On était mené 5-1, on revient 5-4, notamment grâce à l'entrée de Ryan Cherki qui change le cours du match. Mais bien qu'on avait notre attaque, nos 4 fantastiques, notre quadrifourche, Mbappé, Olise, Dembélé, Doué, on avait un milieu de terrain semblable à ce qu'on pourrait avoir, Rabiot Koné, même si on y reviendra, c'est pas sûr que ce soit le cas. On avait une défense qui n'avait rien à voir. Bien que Maignan soit au cage, c'était Théo Hernandez, l'anglais, Konaté et Pierre Kaloulou en défense. Aucun de ces gars-là ne sera titulaire a priori pour le match à venir. L'anglais, Kaloulou ne font même pas partie du groupe. Konaté n'est pas du tout envisagé. Là où de leur côté, il y avait quand même peut-être plus de certitude, mis à part leur charnière, on est sur une équipe qui peut ressembler presque à une équipe type. Et le deuxième match, cette fois-ci, on n'a pas notre attaque, mais on avait notre défense, quasi titulaire, Saliba, Upamecano, Koundé, Hernandez, Maignan. L'attaque, rien à voir, c'était Kolo Muani devant, on avait 3 offensifs et 3 milieux de terrain, donc dur de se fier à ces deux rencontres, tant on a eu un coup notre défense, un coup notre attaque, mais le match à venir, on aura les deux en même temps. Peut-être que ça peut changer la donne, ça peut changer sûrement 2-3 trucs. Si on vient sur les compositions papier, les compositions probables, je pense que que Manu Koné ne devrait pas être titulaire, malgré son énorme prestation juste précédemment. Ça devrait être Tchouaméni à sa place, s'il revient à 100%. On part là-dessus, a priori. Désiré Doué plutôt que Bradley Barcola, je suis totalement au fait avec ce choix-là. Un Bradley qui rentre en fin de match pour dynamiter, pour prendre le dos de la défense espagnole. Totalement ok avec ça. Du côté espagnol, la compo devrait être celle-ci. Seulement un petit doute sur Pedri, qui réalise pas un énorme tournoi. C'est Fabian Ruiz qui a joué à sa place juste avant également. Il a été exceptionnel. Baena aussi, c'est une petite interrogation. Est-ce que vraiment c'est lui qui va être titulaire? Il l'est depuis le début de la compétition, mais on sait que Nico Williams revient. Est-ce qu'il a 90 minutes dans les jambes? Bon, c'est une autre question. Mais les compos devraient ressembler à ça. Il y a pas mal de matchs dans le match. On sait que Yamal, Rabiot, il y a un poncif. On sait que les deux vont se retrouver du même côté. Bon, d'accord. Petite difficulté pour Rabiot digne face à Yamal. Il y aura sûrement des prises à deux. Ça va être l'objectif, je pense. Les deux ne sont pas capables de réellement le stopper en 1v1. Donc j'imagine Rabiot et Digne sur Yamal en prise à deux et Désiré Doué plutôt que Barcola, puisque Désiré Doué pourrait lui beaucoup plus redescendre, faire les efforts défensifs pour aider son milieu de terrain et sa défense, pour les soulager.
et pour projeter ensuite les 3 offensifs restants. C'est le scénario que j'imagine. Comment on peut se projeter aussi sur qui tient le ballon? J'aurais quand même tendance à penser que l'Espagne le tiendra plus que nous. Par contre, j'imagine pas forcément une possession forcément à 100% de l'Espagne. Je partirais plutôt sur un 60-40, 55-45. Je crois pas que ce soit flagrant. Ils vont pas tenir le ballon tout le match. On va beaucoup les embêter avec ballon. Je pense qu'on va l'utiliser donc en transition, mais qu'on aura aussi quelques attaques placées. Et la physionomie du match, j'imagine quand même, les deux équipes se rendre coup pour coup. On a la meilleure attaque du tournoi face à la meilleure défense du tournoi. J'aurais pas misé dessus pour la meilleure défense du tournoi pour l'Espagne. Laporte, Cubarsí, j'étais pas confiant. Porro, je n'étais pas forcément le plus convaincu, mais c'est l'un des meilleurs Espagnols du tournoi. Il réalise vraiment une compétition incroyable. Cucurella aussi, complètement. En fait, toute la défense est bonne. Peut-être Laporte un petit peu moins, mais elle se trouve complémentaire. Il se trouve complémentaire de Cubarsí. Donc, ça se passe plutôt bien pour l'Espagne défensivement. Rodri revient à un top niveau. C'était pas le Rodri des phases de poule. Non, depuis les phases finales, il est d'un tout autre niveau. Peut-être qu'ils sont, c'est même sûr, beaucoup moins garnis avec Oyarzabal par rapport à nous. Mais Dani Olmo, c'est pareil. On est sur un joueur qui, entre les lignes, pourra nous faire beaucoup de mal. C'est peut-être ma crainte principale, Dani Olmo. Là où Lamine Yamal sera marqué et surmarqué, peut-être que Dani Olmo aura plus d'espace. Là où Rabiot sera occupé à défendre sur Lamine Yamal, c'est Tchouaméni qui devra prendre Olmo si on est en individuel. Si on est en marquage de zone, en marquage préventif, peut-être qu'il va falloir trouver le bon équilibre avec peut-être un Doué ou un Olysée qui vient faire les efforts sur Dani Olmo, parce qu'entre les lignes, s'il fait sortir Saliba ou Upamecano, c'est exactement ce qu'ils vont chercher à faire pour dégager un défenseur central et libérer de l'espace pour les offensifs. On a aussi un banc qui va nous faire beaucoup de bien. Je ne sais pas si on y arrivera en 90 minutes. Je pense qu'on y arrivera. Je pense qu'à la fin, on gagnera ce match, on le remportera. Je pense que sur une séance de tir au but, on peut le faire. Unai Simon est un bon shot-stopper, un bon gardien sur tir au but. Mike Maignan, peut-être meilleur encore, l'un des tout meilleurs dans l'exercice. Et eux ont de bons tireurs, mais nous aussi. J'ai plutôt confiance en nos tireurs. Au tir au but, 55-45 pour nous. Je pense qu'on a un léger avantage, mais aussi sur le banc. Ok, ils peuvent faire rentrer Pedri s'il est remplaçant. Ok, ils vont faire rentrer Nico Williams s'il est remplaçant. Il y a quand même du beau monde, mais une fois qu'on a cité ces deux-là, il y a de bons joueurs, attention, mais pas autant que nous. Je pense que Barcola et Désiré Doué et Ryan Cherki en entrée, un potentiel Jean-Philippe Mateta qui apporte de la taille, pas le profil le plus performant, qui fait le plus peur, mais peut-être le profil le plus intéressant à faire rentrer à un moment donné du match. On a vu Kolo Muani qui avait marqué de la tête contre l'Espagne, il me semble, en demi-finale. Ouais, c'est un profil qui est capable de faire ces choses-là, qui pourrait nous faire du bien, qu'on n'a pas sur nos offensifs. On est beaucoup plus complet. Victoire 2-1 de la France en 90 ou 120 minutes. Je partirais sur 120 minutes pour plus de dramaturgie peut-être, avec nos entrants qui agissent plutôt en prolongation. Passons au prochain. Argentine-Angleterre, vous voyez 2-1, doublé de Maradona, un but de Gary Lineker. Non, c'est pas forcément un rêve prémonitoire. Vous vous souvenez ? Ouais, le match de 86 à la Coupe du Monde. La main de Dieu. Le but du siècle. Oui, Argentine-Angleterre a des références historiques. Au-delà de ça, on parlait de guerre en introduction. La guerre des Malouines. Est-ce que ça vous parle ? 1982, les Malouines, un peuple donc britannique que l'Argentine a voulu revendiquer. 4 ans plus tard, le fameux Argentine-Angleterre, il y a dû avoir un sacré poids sur les épaules des joueurs, comme une revanche prise par l'Argentine, mais on va pas revenir tant sur les faits historiques, c'est pour comprendre à quel point ce match a une importance capitale pour ces deux peuples, une histoire forte, commune, et l'Angleterre s'est mis dans une situation particulière, avec notamment Jude Bellingham. On savait
en introduction de la Coupe du Monde que Jude aurait pu ne pas faire partie de cette équipe. Déjà des tensions avec son sélectionneur Thomas Tuchel. Bon, bah là, ça a de nouveau éclaté. Des propos qui n'auraient pas eu lieu d'être. On n'est pas sur des insultes, mais on est sur des propos que si on lit entre les lignes, ne sont pas acceptables. Est-ce que ça va mettre de l'eau dans le gaz? Est-ce qu'il y avait déjà de l'eau dans le gaz? Quoi qu'il arrive, bon, c'est pas une situation qui doit enchanter, qui doit aider en tout cas l'Angleterre pour rêver plus. L'atmosphère n'est pas la bonne. Tu cumules à ça. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Le séjour d'Harry Kane pour jouer au golf avec Donald Trump juste avant la Coupe du Monde. Bon, je n'ai pas l'impression que cette Angleterre soit dans les meilleures conditions. On retrouve les vieux démons, des petites polémiques de la part des joueurs, d'autant que là, c'est vraiment les deux cadres, les deux meilleurs joueurs. Bon, il fait ce qu'il veut, simplement, médiatiquement, c'est pas dingue. C'est pas dingue de faire ce qu'il a fait, la sortie qu'il a fait après les soucis de corruption autour de l'affaire Balogun et potentiellement autres. Bon, l'Angleterre, elle s'est pas mise dans une position très favorable, à l'instar de l'Argentine. Oh là, on va skipper ça. Oui, il faut l'évoquer très brièvement, on va pas s'attarder dessus, parce que on parle terrain avant tout, mais on a une équipe d'Angleterre qui s'est mise dans une situation difficile d'un point de vue collectif, là où l'Argentine serait avantagée. Bon, c'est pas ma théorie, je suis pas certain de ça. N'empêche qu'on est obligé d'avoir la petite crainte, tant ça en parle, tant le monde en parle. En prime time européen, est-ce que l'Argentine sera avantagée? Je pense pas. J'espère pas en tout cas. J'espère que le foot va l'emporter sur le reste. Et tactiquement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On a déjà une Angleterre qui, je préfère, avec Gordon et Madueke. Saka a fait un bon match. Je dois dire, Saka contre la Norvège a été bon. Pourquoi pas. Mais Gordon, je préfère le voir plutôt que Rashford, qui pourrait être intéressant en entrant. Est-ce que Bellingham sera titulaire? Et je pense quand même malgré tout que oui. Cette Angleterre a aussi une qualité forte qui pourra vachement les aider face à cette Argentine, c'est la qualité sur coup de pied arrêté, auquel on n'a pas surusé depuis le début de la compétition. Et Declan Rice n'a pas été bon sur sa dernière sortie sur les coups de pied arrêtés. Pas son habitude, mais j'ai l'impression qu'il était malade. J'ai l'impression qu'il allait pas bien, ça lui ressemble pas pour suivre tous les matchs d'Arsenal. Non, c'est pas comme ça qu'il tire les coups de pied arrêtés, en temps normal. Il y avait un virus qui se proliférait dans le vestiaire anglais. Mais ces joueurs de tête là, avec une qualité de coup de pied arrêté sur des Argentins, pas grand de taille de manière générale, ça pourrait être un atout phare. Je pense que le coup de pied arrêté peut être la clé du match. On sait que l'Argentine ferme le jeu, ferme beaucoup le jeu. On va pas forcément assister à un beau match. J'espère me tromper. Peut-être que sur les matchs qui sont pas très emballants, c'est les coups de pied arrêtés qui peuvent te faire l'emporter. Alors si on part du principe que l'Argentine obtiendra un penalty à un moment, pour les plus superstitieux d'entre nous, et que l'Angleterre marquera au moins un coup de pied arrêté, on part sur une base de un but de chaque côté. Déjà, est-ce que ça peut pas changer la physionomie du match? Est-ce qu'on peut pas avoir un emballement? Pourquoi pas plus de buts que prévu? Un Lionel Messi qui concourt peut-être pour son dernier match en sélection. C'est possible. Son dernier match de Coupe du Monde, en tout cas, oui. Cette bataille du milieu de terrain là. Bon, peut-être la guerre des Malouines au final. McAllister, Fernandez, De Paul, Paredes qui entourent Anderson, Rice, Jude Bellingham. Ouais, ça j'ai hâte de voir cette confrontation. En supériorité numérique sur le milieu de terrain, l'Argentine, est-ce qu'elle va réussir à étouffer l'Angleterre ou l'Angleterre va profiter de ça pour déborder, tout simplement? D'autant plus que Tagliafico et Nahuel Molina, en tant que latéraux, qui doivent se montrer parfois offensifs de par ce milieu losange de l'Argentine, c'est pas l'assurance tout risque. Je crois que ce qui peut offrir le deuxième but de l'Angleterre,
c'est le monsieur tout en bas à gauche là. Nico O'Reilly. Il fait pas un mauvais tournoi, mais il n'est pas à la hauteur de ce qu'il peut montrer. Il peut être bien meilleur. Et je crois que sur cette rencontre peut se trouver une place entre Romero et Molina. Il aime beaucoup également prendre l'intérieur. On peut le trouver dans le demi-espace, entre Gordon et Bellingham, potentiellement. Je pense qu'à ce moment-là, il peut créer la supériorité et apporter le danger que l'Angleterre n'arrive pas à se créer sur des blocs bas. On sait que l'Angleterre n'a pas de serrurier, n'a pas de Ryan Cherky, n'a pas de Michael Olise, n'a pas de Désiré Doué. C'est que des mecs qui ont d'autres qualités. Madueke, Gordon dans la projection, dans le 1 contre 1 potentiellement. Bellingham, c'est un peu tout faire. C'est pas un excellent serrurier, il sait le faire, bien sûr. Mais lui, Nico O'Reilly, peut être cette clé qui déverrouille le cadenas. Je pense, et je pars sur un scénario qu'on n'attend absolument pas. Le 3-2 pour l'Angleterre face à l'Argentine, en prolongation. Ce sont deux équipes qui ont remporté tous leurs matchs dans les derniers instants. Si on refait les deux parcours, l'Argentine, que ce soit contre le Cap-Vert, l'Égypte, qu'ont-ils joué ensuite j'ai un trou de mémoire, ça se joue toujours à la fin. La Suisse, pardon. Toujours dans les derniers instants ou en prolongation. L'Angleterre, c'est pareil, que ce soit contre le Mexique, que ce soit ensuite contre... On a eu contre la Norvège aussi, dans les derniers instants. Et entre les deux, c'était... Trou de mémoire aussi. C'était le match de juste avant, peut-être, dont je fais référence. En tout cas, je crois qu'il va falloir surveiller la 90e minute, entre la 85e et la 95e. On pourrait avoir une égalisation. Peut-être qu'on aurait un 2-2 à ce moment-là. Et l'Angleterre qui le fait en prolongation, 3-2. L'homme le plus clutch, Jude Bellingham. Évidemment, attention à un scénario, c'est la séance de tir au but, où je mets définitivement l'Argentine vainqueur. À ce moment-là, Dibu Martinez face à Pickford, il n'y a pas photo sur les capacités à arrêter un tir au but. Si ça va au tir au but, victoire Argentine. Avant ça, dans le jeu courant, victoire Angleterre, 3-2. Et on partirait sur la finale France-Angleterre. Ok, beaucoup rêveraient de la finale France-Argentine. Ouais, moi aussi, je crois que ça me ferait rêver en fait. Mais ce France-Angleterre serait inédit déjà. Je serais content aussi par rapport à mon prono. J'avais mis Angleterre gagnante de ce tournoi. J'espère me tromper en finale, mais le fait qu'ils y soient montrera que j'étais pas trop loin. Ça peut me convenir. Et je pense qu'au final, on aura les deux plus méritants. Peut-être que la finale avant l'heure, c'est France-Espagne. Mais dans l'ordre du tableau, je pense que c'est France-Angleterre qui mérite d'être en finale. À tout moment, on se retrouve avec cette finalissima, Argentine-Espagne. J'espère pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour le prono de la finale dans une petite semaine. À très vite.